Addiction au jeu, faillite, dépenses excessives, ils étaient à deux doigts de tout perdre. Je voyais la descente aux enfers et je me disais, mais on ne peut plus payer le logement, on ne peut plus payer la nourriture. J'ai vendu la maison pour payer plus de 60 000 € de dettes qu'il avait. Je ne regardais pas forcément attentivement les comptes. Quelque part, j'en suis un petit peu fautif. Il nous reste plein de dettes, des dettes inconsidérables. Demain, on va nous mettre à la rue, quoi. Des problèmes financiers qui ont bien failli gâcher leur histoire d'amour. J'arrêtais plus de pleurer, ça n'allait plus, on se disputait tout le temps. Je lui dis, si t'arrêtes pas, je divorce. Je voulais partir, mais en même temps, j'étais toujours raccrochée à Thierry, quoi. Mais parfois, l'amour est plus fort. Si on reste soudés, eh ben on peut sauver son histoire d'amour et la preuve en est, on est là tous les deux aujourd'hui. Je crois que les dernières fois où je lui ai dit « vas-y, fais-toi plaisir », il m'a dit non. J'ai rien besoin, je crois que j'ai compris que j'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie. J'ai toi. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présentes sur ce plateau. Les femmes que je reçois aujourd'hui vivaient une très belle histoire d'amour jusqu'à ce qu'un ennemi invisible se mette en travers de leur bonheur, l'argent. Si pour certaines, leur couple est devenu plus fort, pour d'autres, ces problèmes financiers ont marqué la fin de leur histoire. Elles nous raconteront leur parcours semé d'embûches dans toute une histoire. Et puis juste après, nous retrouverons Pascal, Bruno ainsi que Christophe qui nous donneront de leurs nouvelles dans l'histoire continue. Mais d'abord, ouvrons notre première partie quand le couple ne fait plus recette et intéressons-nous au témoignage de Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, vous avez rencontré celui qui allait devenir votre mari en 1980. Pourtant, rien ne vous prédestinait à vivre une histoire d'amour tous les deux. Qu'est-ce qui vous différenciait? En fait, on venait de deux milieux sociaux complètement différents. Moi, je suis plutôt d'un milieu, on va dire, de cadre, et lui, un milieu ouvrier, en fait. Voilà. C'est au bout de quelques mois que vous avez découvert une facette de votre compagnon que vous n'aviez pas soupçonnée. Oui, parce que très rapidement, j'étais enceinte et mon mari a dû prendre un travail pour être soutien de famille. Oui. Et dès qu'il a eu son premier salaire, en fait, donc la moitié, on vivait chez ses parents, la moitié allait à ses parents, sa maman, et l'autre moitié pour nous. Et là, je me suis aperçue que cette moitié, elle partait très vite. Il avait plein de besoins, plein de désirs qui étaient inassouvis. Et donc, il dépensait. J'essayais de le tenir un petit peu. Pour se faire plaisir, pour s'offrir oui, des choses dont il avait toujours rêvé, qu'il ne voilà. pouvait pas s'offrir jusqu'à présent? Exactement. J'essayais de lui demander d'attendre. Quoi, mais... par exemple Alors, par exemple, les premiers salaires, ça a été surtout dans la nourriture. Ça paraît dérisoire, mais plein de choses dans la nourriture qu'il n'avait pas. Et puis, par exemple je vais dire quelque chose de simple. Si vous voulez un morceau de viande, des yaourts de marque systématiquement. Alors qu'avant, vous faisiez attention à ne pas acheter ce genre de choses? Il ne pouvait pas. Ouais. Ils n'avaient pas les moyens. Donc dès qu'il avait son salaire, il a voulu acheter ce qu'il ne mangeait pas avec ses parents, quoi. Moi, donc j'avais pas ce besoin. Les habits, il avait des habits, mais qui étaient tout troués, pas des habits qu'il aimait bien. Donc, il avait toujours eu ce qu'on lui donnait dans la famille. Donc, il avait envie d'habits comme il aimait, de marque. Il a toujours aimé des habits de marque. Il a dépensé des choses vraiment très coûteuses? Oui, très coûteuses. Alors qu'il gagnait combien? Il gagnait même pas le SMIC. Enfin, il gagnait le SMIC en usine, puisqu'il travaillait en usine, mais on n'avait que la moitié quand on était chez ses parents, avec un bébé déjà, vite fait. Comment vous réagissiez face à ces dépenses excessives? J'ai essayé de lui expliquer que voilà, il fallait économiser, qu'on n'allait pas toujours rester chez ses parents, qu'il fallait voir pour le lendemain, qu'il fallait qu'il patiente, mais bon. Il n'y avait pas, il se disait il fallait profiter. La vie, il fallait profiter quand on avait. Demain, on serait peut-être mort. Donc, vous travailliez, vous, à l'époque? Non. Je ne travaillais pas, puisque j'avais eu
très vite, quand on s'est connus, j'étais enceinte et j'avais mon premier bébé et je sortais de l'école, quoi, en fait. Donc, je cherchais du travail, mais comme j'étais avec mon fils, en général, j'en trouvais pas. Donc, ça veut dire que devant ces dépenses excessives, vous avez dû vous forcer à trouver du travail ? Oui, de toute façon, on n'allait pas loin si je ne trouvais pas du travail. Et j'avais envie de travailler aussi, hein, de toute façon. Donc, voilà. Puis, contre toute attente, vous vous êtes laissé entraîner, vous aussi, dans cette spirale de la dépense, comme votre mari. C'est-à-dire, vous vous êtes laissé aller à acheter quoi? Vous aussi, des habits? Il me faisait des petits cadeaux. Moi, j'avais envie de choses, mais c'est surtout quand il a trouvé... Enfin, quand j'ai eu mon travail... là, je me suis dit, bon, bah, là, on a 2 salaires, effectivement, on peut commencer à acheter des meubles. Entre-temps, on avait réussi, parce qu'on vivait chez ses parents, mais moi, je voulais absolument qu'on vive dans un appartement à nous. Je ne supportais plus la situation chez ses parents. On a trouvé un logement. Le logement, c'était quand même encore dans des milieux sensibles de Lille, un logement vétuste qui était sans chauffage, avec de l'électricité mais de l'eau froide. Il fallait acheter des meubles, on n'avait pas de meubles du tout. Donc avec mon premier salaire, c'est vrai qu'on a commencé à dépenser et puis je me suis laissée entraîner de temps en temps. Je disais on va trop loin, mais j'avais besoin de plein de choses. Plein de choses, de meubles, de la voiture, son permis, enfin voilà. Est-ce que vous avez été amené à prendre des crédits? Alors pour tout ça, il a fallu des crédits parce qu'on avait besoin de tellement de choses et très vite qu'à chaque fois on prenait un crédit, on disait on va le payer en autant de temps, ça fait autant sur le mois et puis tiens on peut encore ça, donc je rachète du matériel autre et puis je le prends en autant de temps et puis voilà, ça s'accumule. Puis quand vous ne pouvez plus payer, vous allez rechercher un crédit pour payer les crédits que vous ne pouvez plus, mais on va le dispatcher en autant de temps et à chaque fois il me disait mais tu vas voir, ça va aller. Et puis c'est vrai que je l'aimais, donc je me disais oui, voilà, peut-être que demain ça ira mieux, oui il a raison, il y a un moment donné on n'aura plus besoin de tout ça et puis ça va aller. Alors, vous ne vous attendiez pas du tout à succomber à cette fièvre acheteuse et vous n'aviez pas prévu non plus l'annonce qu'allait vous faire votre mari. De quoi s'agissait-il? Non, alors là, ça c'était une super annonce, je me souviendrai tout le temps. Il est rentré plus tôt du travail et il m'a expliqué qu'il ne finirait pas sa vie là où il travaillait en usine. C'était pas possible, il ne pouvait pas ressembler à ce qu'il vivait. Donc là, je me suis écroulée et puis je lui ai expliqué qu'on n'allait plus s'en sortir. Mon salaire passait complètement dans tous les crédits et à l'époque, on avait 2 enfants en bas âge. On avait déjà du mal à joindre les 2 bouts et je ne voyais pas comment on allait faire. Il me disait que c'était pas grave. Il a toujours été positif. C'est quelqu'un qui est toujours positif, qui voit toujours... demain sera mieux, tu vas voir. Donc il a démissionné de son travail? Il a démissionné de son travail, il est parti en démissionnant, oui. Donc on est tombé dans une spirale, on ne s'en sortait plus. Et là, j'arrêtais plus de pleurer, ça n'allait plus, on se disputait tout le temps, ça allait plus du tout. Moi, je me disais, je ne vais pas finir avec toi, c'est pas possible. Alors vous aviez atteint un point de non-retour, vous nous direz tout à l'heure comment, avec un peu de temps et beaucoup d'amour, vous êtes parvenus tous les 2 à remonter la pente. Mais d'abord, on va saluer Frédéric Farigou, notre spécialiste de l'amour et du couple. Comment vous réagissez, Frédéric, aux difficultés rencontrées par Nathalie? Déjà, je suis très touchée par la spirale dans laquelle on peut se laisser entraîner quand effectivement on n'arrive pas à gérer cette question de l'argent dans le couple. Et vous l'avez très justement dit, c'est-à-dire que le rapport à l'argent se construit dans l'enfance. Alors, suivant qu'on vienne de l'abondance, suivant qu'on vienne du manque, forcément, ça va impacter sur notre manière de réagir dans le couple, sur les besoins que l'on va avoir, sur le fait qu'on va être dépensier ou prévoyant, sur le fait qu'on va avoir envie de se faire plaisir parce qu'on a été tout le temps privé. Et votre histoire montre bien ce système dans lequel on peut aller. Et en fait, le couple, pourquoi ça génère des disputes de couple? Parce que ce sont des différences qui vont se frotter l'une à l'autre.
et il va falloir trouver des solutions ensemble. Et souvent, les couples ont du mal à trouver des solutions sur l'histoire de l'argent. C'est comme la sexualité. Avec l'argent, c'est un des sujets les plus épineux dans la relation de couple. Soit on en parle tout le temps, et c'est que brouille, conflit, et on ne trouve pas de solution concrète qui soit satisfaisante. Soit on n'en parle pas parce que c'est tabou, au nom de vieilles croyances, quand on aime, on ne compte pas. Et du coup, le fait de parler d'argent, on risque de paraître mesquin, donc on a du mal à parler d'argent. Comme on a du mal à parler de sexualité. Donc le rapport à l'argent, la manière dont il va être abordé dans le couple, ça va dire aussi beaucoup de comment fonctionne le couple, comment il arrive à dialoguer, comment il arrive à résoudre ses difficultés de manière adulte. Et parfois, on voit une différence de maturité dans leur rapport à l'argent, et ça va se révéler, bien entendu, quand il va y avoir des difficultés. Cindy. Bonjour Cindy. Vous avez fait la rencontre de Franck en 1996. Cindy, vous vous êtes mariée 5 ans plus tard. À quoi ressemblait votre vie à cette époque? Quand je rencontre Franck, le cœur il bat la chamade. C'est pour moi convaincu, c'est l'homme de ma vie. On a, au bout de quelques années, notre première petite fille. Et puis on a notre logement. C'est le bonheur, quoi. C'est le bonheur. Franck, il travaille. Il gagne 3 000 € par mois. Donc, il subvient aux besoins de la famille. Et puis, moi, je me prends un petit job parce que j'ai besoin d'indépendance aussi. Mais c'est pas ce qui nous fait vivre, quoi. On est super heureux, quoi. Vous êtes émue? Oui. Pourquoi? C'est notre histoire. J'arrive à en parler, mais là, devant vous... Il y a d'abord les sanglots qui arrivent. Voilà. Alors, en 2004, grâce à un héritage, votre mari a décidé de monter sa propre entreprise dans le bâtiment. Cette affaire a bien démarré. Oh, très, très bien démarré. Et on voit tout de suite un peu l'avenir meilleur. On décide de changer de logement, on décide de se faire plaisir. On va au restaurant, on y va. On veut acheter du matériel hi-fi dernière génération, on se l'achète. À cette époque-là, on change régulièrement de voiture. Tous les ans, on change, quoi. Donc, forcément, on n'a peut-être pas l'argent tout de suite de côté. Donc, on fait des crédits, on n'hésite pas. Et puis, ça nous est accordé facilement, les crédits. Donc, on ne se pose pas de problème, quoi. On profite. Malheureusement, ce train de vie confortable a été de courte durée. Quel problème votre mari a-t-il rencontré dans sa société? Après quelques mois de gérance, Franck est obligé de déposer le bilan à cause de problèmes de gestion. Et là, commence à avoir des difficultés dans notre couple, quoi. Quand vous déposez le bilan, vous n'avez pas le droit aux allocations chômage, quoi. Et il n'y a plus que mon petit salaire à mi-temps. Et donc ça veut dire que vos revenus ont été divisés par combien? Par 6. De 3 000, on passe à 600. Donc là, beaucoup de problèmes commencent à s'engendrer. Moi, j'en veux un petit peu à Franck à cette époque-là, parce que je lui dis qu'il aurait dû être vigilant sur la gestion de son entreprise, qui nous entraîne dans les problèmes financiers. Et il se sentait coupable, lui? Il se sentait énormément coupable. J'essaye de le comprendre, mais je vois pas que ça. Je vois tout ce que ça amène comme problème. Donc, c'est assez difficile à ce moment-là. On en arrive même que, comme on ne peut plus payer nos propres crédits, notre propre loyer, Franck sombre dans l'alcool, tout doucement. Donc, il y a ça qui vient s'accumuler à nos problèmes d'argent. Et on en est obligé d'aller taper à la porte des Restos du Cœur pour avoir un colis. Donc, le truc super affligeant pour une maman, de ne pas pouvoir donner à manger à ses enfants. Vous aviez honte? Oh, une honte absolue. Surtout que chez moi, on disait pas de crédit, pas de dette. J'ai toujours été élevée dans cette optique-là. Donc là, d'avouer à la famille qu'on est endetté, c'était inconcevable. Donc, voilà. Alors, entre-temps, votre mari avait retrouvé du travail? Oui. Alors, malgré tout, on a toujours nos problèmes. Mais on se dit qu'on va s'en sortir parce qu'il retrouve un travail. Mais malheureusement, un accident de travail, il fait une chute de 6 mètres.
il est alité pendant 6 mois et une rééducation de 6 mois. Donc encore une fois de plus, baisse des ressources, le moral qui en prend encore à nouveau un coup. Franck qui... Qu'est-ce qu'il a eu comme, il s'est fracturé la L1. Vertèbre. Une vertèbre. De la colonne vertébrale. Voilà. Donc c'est douloureux. C'est douloureux. Handicapant. C'est handicapant et il ne voit pas d'issue positive à notre vie, il sombre encore plus dans l'alcool. Jusqu'à en arriver que sur le petit salaire que j'avais de 600 € à l'époque, il prend la moitié pour acheter ses bouteilles d'alcool. Alors que vous dites que vous n'avez pas suffisamment d'argent pour nourrir vos enfants. Voilà, donc pour moi, c'est la descente aux enfers parce que je vois les huissiers qui nous harcèlent. Il y en a même qui appellent à la maison, hein, parce que quand vous ne pouvez pas payer, on vous coupe le téléphone, mais ils appellent chez les voisins et tout ça. Hein, donc, j'essaye de l'alerter en lui disant il faut stopper l'hémorragie quelque part, on ne peut pas continuer comme ça. Mais il n'entend pas. Il n'entend pas est-ce que c'était un manque d'immaturité de sa part. Il n'entend pas. Il n'entend pas ce que je lui dis. Donc, vous êtes monté jusqu'à combien? Vous avez eu des dettes jusqu'à quel montant? Alors, on est arrivé à 50 000 € de dettes personnelles. Entre les crédits, parce que dès que vous ne payez pas un crédit, on vous envoie une lettre de relance. La deuxième lettre de relance, c'est on vous stoppe les échéanciers qu'on vous avait accordés de paiement et s'ensuit 300 € de frais, ceci, cela. Donc vous n'êtes déjà pas capable de payer 300 € et on vous réclame la totalité des sommes que vous avez empruntées, quoi. Vous avez demandé de l'aide à vos amis? Il y a des amis qui ne comprennent pas et qui, au départ, nous tournent le dos. Pas tout le monde, mais il y en a qui ne comprennent pas et nous tournent le dos. Donc il faut gérer la honte. Il faut gérer la honte, les problèmes d'argent, l'angoisse de tous les jours de savoir si on va pouvoir manger. Et forcément, ça a des incidences sur la vie d'un couple et sur le rapport dans un couple. Vous nous direz tout à l'heure de quelle manière vous êtes parvenu à sortir la tête de l'eau. Mais d'abord, nous allons faire la connaissance de Stéphanie. Bonjour. Stéphanie. Vous avez choisi d'intervenir de manière anonyme pour préserver l'identité de l'homme dont vous allez nous parler aujourd'hui. Comment réagissez-vous au témoignage de nos 2 premières invitées? Je me reconnais quelque part par rapport à la relation de couple qu'elles ont pu avoir. Et moi, c'est aussi au niveau de l'argent. Mon compagnon, lui, était un joueur compulsif. Et du coup, voilà, c'est une autre manière, on va dire, de dépenser l'argent, mais c'est aussi ce qui peut, ce qui a apporté des gros soucis dans notre couple. Alors, on va remonter dans le temps. Vous avez rencontré cet homme à l'âge de 20 ans. 1 an et demi plus tard, il est venu s'installer chez vous. Comment se sont déroulés les premiers mois de votre cohabitation ? Très bien, comme au début de toute histoire. C'est vrai que moi, j'avais acheté un appartement, donc il est venu s'installer après chez moi. Donc, étant donné que c'était mon appartement, il ne me payait pas de loyer ou quoi que ce soit. Il payait de temps en temps les courses. Il achetait des petites choses comme ça, mais bon, ça restait quand même minime par rapport, on va dire, à une vie de couple comme j'aurais pu la vouloir. Et donc, il est venu s'installer et puis on avait une vie tranquille jusqu'à ce qu'il commence à sortir. Il a commencé à jouer dans des endroits, voilà, jouer aux cartes au départ avec des amis. Après, on va dire, avec d'autres personnes qui ont pu l'entraîner dans d'autres cercles, on va dire, un petit peu plus restreints. Mais bon, j'en avais pas trop conscience, on va dire, sur le moment. Alors, l'argent est devenu un problème. Ouais. À quand remontent les premières disputes ? Les premières disputes, c'est quand je m'aperçois que j'ai des sous dans mon porte-monnaie et que quand j'arrive et que je vais en course, j'ai plus rien dans le porte-monnaie parce qu'en fait, si j'avais 20, 30 euros, il me les prenait sans demander, il se servait, on va dire. Donc là, ça a commencé, les disputes ont commencé avec ça. Et il avouait ?
Après, oui, il me disait oh, « je suis désolée, machin, mais j'en avais besoin ». Il y avait toujours une excuse pour le fait de les avoir pris, même en lui disant voilà, qu'il fallait ne serait-ce que me le demander, c'était un minimum. Non, lui il me disait « après, oui, je suis désolée, je ne recommencerai pas ». Voilà. Alors, il y a un moment donné où vous avez décidé de prendre les choses en main. De quelle manière ? Alors, quand je me suis aperçue que vraiment le jeu, sur tous les cartes, devenait un problème, je lui ai proposé qu'on aille voir un médecin. On en a parlé déjà avec notre médecin qui nous avait conseillé d'aller voir des personnes spécialisées dans l'addiction. Ça a été sujet de disputes assez violentes parce que pour lui, il n'était pas du tout addict au jeu, il était dans le déni complet et il n'était pas malade. Vous êtes allé jusqu'à envisager de le quitter ? Oui, plusieurs fois, oui. Ouais. Bon, on va dire le joueur est manipulateur et donc il arrivait toujours à trouver les mots, on va dire, pour que je lui laisse une chance et encore une chance. Et voilà. Alors, vous avez décidé de vous accrocher à votre histoire d'amour. Vous avez même décidé de vous intéresser à l'univers de votre compagnon. Vous vous êtes mise à parier également. Alors, moi, je ne suis pas du tout joueuse, du tout. Et donc, une fois, on buvait un café et donc il m'a proposé de choisir 2 chevaux. Donc, moi, j'ai choisi ça au hasard, juste sur les noms des chevaux. Hein, donc, c'était pas grand-chose. Et lui a choisi les autres. Et on a eu la chance de gagner. Enfin, la chance ou la malchance. On a gagné 400 000 €. 400 000 €? Ouais. Ouais, pas mal. Donc là, c'était pas de peau, parce que du coup, ça le confortait dans son envie de jouer. Oui, c'est sûr que là, sur le coup, c'était pour la première fois que je jouais, en plus. Donc, vous devriez jouer plus souvent, vous. Alors, vous avez décidé de vous partager les gains, oui. Chacun sa part. Vous avez investi cet argent. Voilà, alors moi j'avais une petite voiture, donc c'est vrai que là, on s'est fait plaisir. J'ai acheté une grosse voiture. Une belle grosse voiture, je suis partie en voyage, en vacances, voilà, des vacances un peu sympathiques et j'ai acheté une maison. J'ai vendu l'appartement que j'avais et j'ai acheté une maison avec. Et votre conjoint, est-ce qu'il a été aussi raisonnable que vous? Il estimait que c'était sa part, ce que lui avait gagné, donc c'est vrai que du coup on n'en parlait pas. 2 mois après, il a recommencé à vous demander de l'argent. Voilà, quelques mois après, il a recommencé. Ça veut dire qu'il avait tout dépensé? C'est ce que j'ai vite conclu. Alors, comment réagir lorsqu'on découvre que son conjoint est dépendant au jeu d'argent? Je pense que Stéphanie avait eu la bonne réaction, c'est-à-dire de considérer ça comme pathologique parce que ça l'est, c'est une addiction. Bien expliquer que ça met en danger le couple. Si la personne est dans le déni, malheureusement, le fait de mettre des limites, si ça ne fonctionne pas, à un moment donné, il n'y a que la séparation. Et bien sûr que jouer avec la personne n'est pas une solution. Donc c'est pas une bonne idée? Ah non, c'est vraiment pas une bonne idée. Même si on se dit, tiens, je vais essayer pour savoir ce qu'il éprouve. Non. Quelle que soit la dépendance. Mais non, quelle que soit la dépendance, ça n'aide absolument pas. Il y a le couple qui plonge dans son entier. Donc c'est vraiment important de se faire soigner dans ces cas-là. Stéphanie, votre compagnon avait cette fois-ci dépassé les limites. Vous nous direz tout à l'heure quelle décision vous avez fini par prendre pour vous tenir à l'écart de cette situation. Ce sera dans la deuxième partie de notre émission que nous ouvrirons après ces quelques messages de la rédaction. À tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Votre apparence ou votre look ne reflète pas celui ou celle que vous êtes vraiment. Alors que vous avez une allure très féminine, vous exercez un métier d'homme. Vous n'avez pas du tout le physique de votre âge, vous faites beaucoup plus jeune ou à l'inverse plus âgé. Vous exercez une profession réputée sérieuse et pourtant vous avez un look décalé. Vous faites beaucoup plus jeune que votre âge et vous avez du mal à être prise au sérieux dans votre rôle de mère ou au travail. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Elle est là depuis un peu plus d'1 an dans notre famille. Nous, on a déjà presque oublié que c'était une enfant adoptée.
En 2007, Christophe venait d'adopter une petite fille au Vietnam. Quant à Lucie, elle était aux petits soins avec son frère, atteint d'autisme. Ce qui me dégoûte, c'est quand les gens ils parlent de mon frère en disant vous auriez pas dû l'emmener, vous devriez le cacher. Je ressens vraiment beaucoup de rage en moi parce que ça fait vraiment mal, quoi. Aujourd'hui, plus de 6 ans ont passé et nous reprendrons de leurs nouvelles dans l'histoire continue. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous vous aimez et pourtant votre vie sexuelle est un vrai casse-tête. L'un de vous souffre d'un trouble de la sexualité et vous craignez que cela mette votre couple en péril. Votre conjoint souffre d'une addiction à la sexualité, vous ne savez pas comment l'aider et vous avez peur pour votre histoire. Vous avez toujours souffert de troubles sexuels et cela complique vos relations amoureuses, vous n'osez plus aller vers les femmes. Pendant des années, votre sexualité a été compliquée, mais aujourd'hui, vous avez trouvé votre équilibre. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. C'est la suite de notre émission. Amour et argent ne font pas toujours bon ménage et nos invités en ont fait la triste expérience. Alors sont-elles parvenues à surmonter leurs difficultés? Eh bien, c'est ce qu'elles vont nous expliquer dans la seconde partie de notre émission, l'amour à tout prix. Et nous allons reprendre le fil de l'histoire de Nathalie. Votre mari dépensait sans compter et vous l'avez suivi dans sa folie acheteuse pendant quelques années. Mais quand votre conjoint a décidé de quitter son travail, vous vous êtes alors retrouvé criblé de dettes. À quoi ressemblait votre quotidien à cette période ? Je pense que les deux personnes à côté l'ont expliqué, c'est qu'on vit avec la peur au ventre. Les huissiers qui frappent à la porte, c'est pour venir saisir tout ce que vous avez. On arrive à un moment donné, les huissiers ne peuvent plus prendre ce qu'il y a chez vous parce qu'ils sont obligés de laisser un strict nécessaire. Moi, ce qui me faisait surtout peur, c'est que je voyais la descente aux enfers et je me disais, mais voilà, on ne peut plus payer le logement, on ne peut plus payer la nourriture, on a tout donné, il nous reste plein de dettes, des dettes inconsidérables. Et demain, on va nous mettre à la rue, quoi, comme ceux qu'on voit. Et j'avais vraiment du mal à surmonter ça. Et il me disait tout le temps, non, je vais m'en sortir. Dans votre situation financière, il y avait combien de mois de loyer impayés? Il y avait au moins une année, on avait... Alors, ce qui est compliqué là-dedans, c'est que, voilà, soit on n'en parle pas, soit on se dispute tout le temps, mais lui, il était positif, il allait s'en sortir, et il avait aussi l'habitude, et moi j'ai refusé à un moment donné, moi j'avais pas l'habitude d'aller demander de l'aide, il était hors de question que j'aille au Resto du Cœur, il était hors de question que je prenne de l'argent dans ma famille, il était hors de question que des amis m'aident, je ne pouvais pas... Une question d'honneur, de fierté? D'honneur, de fierté mal placée, et surtout je sentais que c'était pas l'aider, parce que justement, il avait l'habitude aussi, j'avais déjà vu ça, que si on venait, il y avait le sauveur. On prenait et du coup, on n'agissait pas et on rectifiait pas la façon dont on gérait. Donc, ce qui fait que ça, voilà, on est parti en gouffre. On allait se retrouver à la rue avec les deux gamins. Moi, j'étais enceinte du 3e. Mais c'était pas grave. Il y avait notre amour. C'était ce que vous disiez tout à l'heure. Vous aviez encore des sentiments Quand on aime, pour on lui? ne compte pas. Oui. Je pense que c'est important. Il y a des choses qu'on se cache au fond de soi-même. On essaie de comprendre pourquoi on dit. Dans les disputes, on dit toujours que c'est de la faute de l'autre, tout ça. Mais en fait, je pense que j'avais toujours cet amour. Et puis j'arrivais pas à me voir. En fait, je voulais partir, mais en même temps, j'étais toujours raccrochée à Thierry, quoi. Bon, ce qui fait que. Voilà, je me trouvais dans une impasse, ni partir, ni rester dans cette vie. Et puis, à un moment donné, j'ai fait une tentative de suicide qui a échoué, quoi. Mais voilà. Est-ce que ça lui a fait prendre conscience de la situation? Je sais pas. Il a changé à partir de là? Je pense que surtout, il a fait face à ça. Il ne s'attendait pas à ça. Et là, j'ai eu surtout, moi, une aide extérieure où je l'écoutais plus. Je me disais, tout ce qu'il me dit, de toute façon, c'est pas vrai. Ça finit toujours plus bas, plus bas, plus bas. Et j'ai surtout une assistante sociale de mon travail, en fait, qui a été mise au courant de ce qui s'était passé, vu la tentative de suicide. Et là, cette personne m'a sorti de l'eau. Donc, ils m'ont donné un appart, on était tous les uns sur les autres.
Et en même temps, elle avait une somme qu'elle avait mise sur les dettes, donc qui était effacée pour nous. Donc il y avait une dette qu'on devait continuer à payer, une dette qui était effacée. Voilà, on redémarrait avec quelque chose. Thierry avait réussi à chercher multiples emplois et à trouver donc, des quand même, emplois. il a eu une prise de conscience au point d'essayer d'améliorer la situation. Il s'est bagarré, on s'est acharné, on a donc serré partout. Il est devenu quel homme aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il a beaucoup changé. Comment vous avez fait Il a alors? compris parce qu'il a vu par quoi je suis passée et qu'il avait envie de me rendre heureuse. Et à un moment donné, il s'est dit, mais c'est pas possible. J'avais pas envie de te rendre malheureuse comme ça, te voir toujours pleurer et que tu sois toujours auprès de moi. Il a une bonne tête. Il a l'air gentil, cet homme-là. Et donc aujourd'hui, il arrive à gérer ses envies. Il sait que quand on a de l'argent, on dépense. Quand on n'en a pas, on ne dépense pas. C'est bien. Voilà. C'est un grand garçon. Mais voilà, il a pris cette technique-là. À partir du moment où on a séparé nos comptes aussi, j'ai dit je gère mon compte, moi ça me rassure. J'ai jamais été rassurée, je suis encore toujours pas rassurée à l'heure actuelle sur l'argent. Je me suis dit en mettant 1 000 € de côté, je serai tranquille, au fond de moi, je serai tranquille, je verrai l'avenir, j'aurai plus peur du lendemain. Il m'a fallu 2 000, 3 000, 4 000, je gère mon compte. Et lui, il gère son compte et je ne veux pas regarder. Non, je ne me fais pas plaisir. Par contre, je continue à lui faire plaisir parce que ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Mais dernièrement, par exemple, il adore les habits. Je lui ai dit, vas-y, je vais te faire un cadeau, fais-toi plaisir. Les manteaux, c'est pire qu'une femme. Pire qu'une femme. Heureusement, c'est pour ça qu'on est ensemble, je crois, on est à l'opposé. Et je lui ai dit, vas-y, fais-toi plaisir. Je sais que tu en as envie, tu as tourné. Ça fait 2 mois, 3 mois que tu me rabâches qu'il te faut quelque chose. Il est allé, il m'a dit, non, j'ai rien besoin. Je crois que les dernières fois où je lui ai dit, vas-y, fais-toi plaisir, il m'a dit non, j'ai rien besoin. Je crois que j'ai compris que j'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie. J'ai toi. Et là, franchement, je crois que c'était bien. En tout cas, c'est touchant, ce témoignage. C'est un joli témoignage d'amour. Ouais. Effectivement, aller chercher de l'aide, c'est pas aller chercher de l'aide auprès des amis, de la famille, c'est aller chercher de l'aide auprès de professionnels, vous l'avez dit. Il y a des commissions de surendettement, il y a les assistantes sociales, il y a parfois aussi des organismes qui aident à se remettre à flot. Le problème des couples qui sont dans cette spirale, effectivement, vous le disiez, Cindy, c'est la honte, on s'enferme. Oui, c'est ça. Et du coup, on plonge. Et vous aimiez votre mari, donc ça vous a amené jusqu'à cette tentative de suicide. Parce que vous imaginiez même pas vous séparer, mais en même temps, vous étiez dans une impasse. Et c'est ce geste-là, finalement, malheureusement, qui vous a amené à trouver une solution, à recevoir de l'aide. Parce que là, du coup, vous étiez obligé de sortir de cette forme de honte. Donc c'est important de le dire. Il ne faut pas rester enfermé dans son problème. Il faut aller chercher de l'aide, mais auprès de gens compétents qui ne sont pas l'entourage et la famille. Alors, on va à présent faire la connaissance de Martine. Bonjour Martine. Bonjour. Dont l'histoire fait écho à la vôtre. Martine, vous êtes notre invitée à la croisée des chemins. Vous témoignez de manière anonyme car votre entourage n'est pas au courant justement de votre situation. Pour quelles raisons avez-vous décidé de témoigner aujourd'hui ? Parce que c'est moi qui suis dépensière. C'est moi qui dépense le plus d'argent dans le couple. Qu'est-ce que vous aimez vous achetez quoi? Ça a commencé quand j'avais 20 ans. Je travaillais dans une société. J'ai eu une promotion et on m'a fait comprendre qu'il fallait être habillé d'une certaine façon, coiffé d'une certaine façon, maquillé d'une certaine façon. Donc j'ai commencé à acheter des vêtements de marque. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous donniez bonne conscience en vous disant qu'il fallait que vous dépensiez votre argent pour être présentable dans votre travail. Voilà. Donc vous avez acheté, après c'est une spirale, on se fait plaisir. On se fait plaisir.
Et puis, mais à force de se faire plaisir, le compte en banque... Ça lui fait moins plaisir. Donc vous avez fini par prendre des crédits pour pouvoir vous faire plaisir, continuer à vous faire plaisir. Donc c'est devenu un cercle vicieux. C'est devenu un cercle vicieux. Et vous diriez que c'était quoi, des achats compulsifs? C'est-à-dire que vous achetiez là au-delà de vos besoins? Ah oui, tout à fait. Alors, vous avez donc peu à peu sombré dans un gouffre financier. Quelle a été votre réaction quand vous vous en êtes rendu compte? De quelle manière vous avez réussi à sortir de cette situation? On est allé voir notre banquier et en fait, il nous a proposé... On est allé voir notre banquier pour qu'il puisse racheter les crédits. Et en fait, notre banquier nous a dit non, je ne peux pas vous racheter votre crédit, mais par contre, vous allez déposer un dossier de surendettement. Donc le dossier de surendettement a été accepté. Donc, est-ce que vous vous culpabilisiez, vous, d'en arriver là? Ah, bien sûr. J'étais honteuse, je me culpabilisais, j'étais mal dans ma peau. À ce moment-là, vous avez arrêté de dépenser de l'argent quand même? Sur le compte, à la fin du mois, on n'était plus en rouge. On vivait normal. Enfin, on faisait des sacrifices. Enfin, je faisais des sacrifices, mais... Et vous êtes arrivée à sortir la tête de l'eau? Je suis arrivée à sortir la tête de l'eau. Et puis, il y a eu une rechute. À quelle occasion vous avez rechuté? Il y a eu une rechute quand j'ai un enfant qui s'est marié. Donc, comme je venais finir de payer mon surendettement, j'ai demandé un crédit. Pourquoi faire? Pour payer le mariage de mon enfant. D'accord. Et puis après, un crédit n'a pas suffi. Un deuxième crédit, un troisième crédit, un quatrième, un cinquième. Sans le dire à mon mari. Pour faire des crédits, je falsifiais il fallait être 2 co-emprunteurs, donc je falsifiais ça. Et comment vous expliquez que vous ayez fait ça, en sachant quand même dans quelle spirale vous étiez déjà tombée? Parce que vous deviez réfléchir quand même à tout ça, non? C'est quoi? Vous y preniez du plaisir à faire ça dans son dos? Ah non, je me culpabilisais. Mais c'était plus fort que vous? Ah oui. Oui, j'étais... C'était, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'était compulsif, quoi, une sorte de... Ça doit exister, alors une addiction à la dépense? Ça peut être lié aussi à certaines maladies comme la bipolarité. Oui, je suis bipolaire. Voilà, ça fait partie du tableau clinique de la maladie, la bipolarité, c'est-à-dire l'achat compulsif, un rapport à l'argent compulsif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne n'est plus est dans une phase plus maniaque, elle a tendance à dépenser de manière inconsidérée sans se rendre compte des conséquences, sans vraiment réfléchir aux conséquences. Et souvent, quand elle réalise effectivement qu'elle a fait tous ses achats, en général, ça fait plonger dans une phase dépressive parce que là, il y a de la culpabilité, il y a le sentiment de faire des bêtises. Et c'est vraiment important d'intégrer que ça fait partie de la maladie parce que moi, je travaille beaucoup avec des patients bipolaires. Alors, on monte un programme, justement, qui est un programme qu'on appelle de psychoéducation, c'est-à-dire où on met des garde-fous pour protéger la personne de ces tendances pulsionnelles et compulsives. Donc c'est très très important de se faire aider. Vous êtes soignée pour cette maladie? Oui. Oui. Alors il y a 2 semaines, votre mari vous a posé un ultimatum. Il faut dire avant que comme je n'étais arrivée à 75 000 € de dette, et comme je ne pouvais pas plus prendre de crédit, il avait un plan d'épargne entreprise. J'ai utilisé son plan d'épargne entreprise. Tout ça sans lui dire? Tout ça sans lui dire. Et quand il s'est aperçu de ça, il était... Pas content? Pas content du tout. Alors, il est avec nous, votre mari. Il témoigne depuis une loge de France Télévisions.
Vous êtes là? Oui, bonjour Sophie. Donc j'imagine effectivement que quand vous avez compris que les comptes étaient encore au rouge, vous en avez vraiment voulu à votre femme? Ah oui. Oui, parce qu'en fait, j'étais un petit peu laxiste. J'avais laissé un petit peu monter un petit peu, comment dirais-je, la situation. C'est-à-dire que je ne regardais pas forcément attentivement les comptes. Donc, quelque part, j'en suis un petit peu fautif. Oui, parce qu'après l'engrenage dans lequel vous étiez tombé, on aurait pu penser que vous soyez plus attentif. Oui, effectivement, parce que comme on avait déjà vécu une expérience avec une commission de surendettement, bon, j'ai pensé qu'on allait retrouver une situation plus sérieuse. Et bon, et en fait, quand j'ai découvert les comptes, j'ai dit c'est pas possible. J'ai explosé là. J'ai cru que j'ai dit si t'arrêtes pas, je m'en vais de la maison, je divorce. Et là, elle a dit bon, effectivement, elle a pris conscience que puis l'amour est plus fort, quoi. Quoi, l'amour est plus fort? Bah, je l'aime malgré tout, même si effectivement je suis pas très regardant sur la situation financière. Qu'est-ce que vous dites de tout ça, Martine, de cet ultimatum? Ah ben, moi, j'ai pris la décision. Je ne veux pas que mon couple, je ne veux pas qu'on se sépare. Donc, j'ai pris la décision d'aller voir des professionnels dans quelques semaines. Des professionnels de quoi? Pour les addictions. Ah. Pour me faire soigner de ces addictions. Parce que je n'arrive pas à me contrôler. Mais vous n'avez pas envie qu'il s'en aille quand même? Ah non. Mais ça ne vous suffit pas qu'il vous pose un ultimatum pour arrêter? Non, dit Frédéric. Non, ça ne suffit pas parce que c'est un des aspects de la maladie de Martine. Donc il faut le prendre en compte, ça, dans la réalité que vous vivez tous les deux. Ça fait partie de votre maladie. Donc d'avoir juste un raisonnement comme ça, de se raisonner comme on pourrait le faire, ça n'est pas possible dans votre cas. Donc c'est vrai que c'est très bien que vous alliez consulter parce que ça va vous aider. Et il faut mettre en place des garde-fous concrets avec votre conjoint. Moi, c'est ce que je fais vraiment avec mes patients pour qu'ils puissent se protéger. Et je pense que... Alors, par exemple, c'est quoi un garde-fou ? Garde-fou, c'est par exemple de limiter les moyens de paiement de la personne, c'est de repérer les moments où vous êtes plus porté à avoir ces achats compulsifs ou à contracter ces crédits. Donc, comprendre le fonctionnement, votre fonctionnement avec cette maladie. Il y a souvent des déclencheurs qui font que je vais me mettre à dépenser plus. Donc, c'est vraiment très important d'avoir une connaissance. Il vous faut un professionnel qui connaisse aussi la bipolarité. C'est important. Les addictions, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi intégrer la maladie dans la démarche de soins. Et il faut aussi que votre mari soit partie prenante de cette démarche. Il ne faut pas qu'effectivement que les comptes, qu'il ne regarde pas les comptes. Il a dit d'ailleurs qu'il avait peut-être été un peu laxiste là-dessus et que du coup, ça n'avait pas été suffisamment protecteur. Donc, il faut vraiment faire une démarche et mettre en place des choses concrètes. Est-ce que vous entendez, monsieur ? Oui, oui, tout à fait. C'est très important. Voilà, c'est important peut-être que vous aidiez votre femme à entreprendre cette démarche. Tout à fait. Oui, oui, j'en suis conscient. En fait, j'ai toujours été à côté d'essayer de comprendre en fait cette maladie. Hein. Bon, on prend des médicaments, donc c'est très compliqué en fait. On a du mal en tant que mari de comprendre cette addiction de dépenses, alors que d'un côté, on voit que les comptes, ça ne va pas. Donc en prenant des médicaments, peut-être que ça occulte un petit peu le raisonnement. Il n'y a pas seulement les médicaments, c'est vraiment important de repérer des moments où effectivement on peut avoir ces achats compulsifs, où on peut, pour d'autres bipolaires, ça peut être d'avoir des conduites à risque, de se mettre en danger, voilà, parce qu'il y a un moment, un sentiment de toute puissance qui fait que les garde-fous qu'on a habituellement quand on n'a pas cette maladie nous protègent, qu'on peut avoir la peur, on peut avoir la culpabilité, mais à ce moment-là, vous ne l'avez pas. Donc il n'y a plus aucun garde-fou. Donc c'est pour ça qu'il faut les mettre et reprendre du pouvoir sur votre vie et
et sur cette maladie qui a un impact dans vos vies à tous les deux. Vous aviez quelque chose à lui dire tout à l'heure? J'ai vu que vous souhaitiez intervenir, Nathalie. Frédéric a bien mieux parlé. Tous les conseils ne serviront à rien parce qu'il y a la part de la bipolarité qu'il faut prendre en compte. Et je crois que le meilleur moyen, c'est vraiment de s'aider avec les tutelles, curatelles, les professionnels. Parce que même avec la meilleure volonté du monde, voilà, vous ne pourrez pas y arriver tout seul. Cindy. Même votre mari. Cindy, vous aviez un train de vie confortable jusqu'à ce que la société de votre mari fasse faillite en 2005. Votre couple a alors volé en éclats. À quel point la situation était-elle devenue tendue entre vous? Des disputes à longueur de journée, de temps. Dû à énormément de stress, parce que vous savez que derrière, il y a l'épée de Damoclès, les crédits ne sont pas payés, il y a des dettes, vous cherchez des solutions déjà rien que pour manger. Donc tout ça, c'est énormément de stress, vous ne voyez plus d'avenir, hein, on ne voit plus d'avenir à ces situations-là. Ça aboutit à une séparation, qu'est-ce qui s'est passé? Franck est toujours à ce moment-là dans ses problèmes d'addiction d'alcool. Et un soir, il rentre encore Yves, et j'en peux plus. Donc je dis c'est plus possible, parce que je suis enceinte de mon deuxième enfant. Et j'ai Lydie qui me dit « Maman, papa, il est malade ». Et je lui prépare son sac. Je lui mets... je sais qu'il va rentrer tard de ses soirées d'alcool. Donc je prépare son grand sac, je le mets devant la porte. Et quand il rentre, il trébuche dedans. Et je lui dis « C'est bon, j'en peux plus. Tu prends ton sac, tu t'en vas ». Je dis là, il faut que moi, je réagisse en tant que mère. J'ai mon deuxième enfant qui va bientôt arriver. J'ai ma fille qui a besoin de moi. Et il faut trouver une solution à ces problèmes d'argent, quoi. Donc je me dis, tant pis, quitte à tout assumer tout seul. De toute manière, comme tu bois, tu n'assumes pas les problèmes. C'est moi qui ai face à nos créanciers. C'est moi qui va chercher le colis au Resto du Cœur et tout ça. Je suis plus à ça près, quoi. Donc là, il a quand même Franck a un déclic. Que le boulet ne passait pas loin de lui. Donc, et là, il y a un déclic chez Franck. Il prend son sac et je reçois un appel 2-3 jours plus tard où il m'apprend qu'il est en cure de désintoxication. Il veut sortir de l'alcool et je me dis aussi que peut-être notre histoire n'est pas finie. Il y a encore ces sentiments. Mais... Comment vous réagissez quand il vous apprend ça? Il y a une lueur d'espoir. Il y a une lueur d'espoir. Je me dis, il prend en considération mon appel qu'il fallait arrêter l'alcool, qu'il y avait aussi ces problèmes d'argent. Il veut se faire suivre, donc je ne dois pas le laisser tomber, quoi. Je lui ai promis au mariage dans les bons et dans les mauvais moments. Donc il va en cure, donc il a cette volonté. Donc je lui dis, quand tu reviens de la cure, j'accepte qu'il revienne à la maison. Et il revient à la maison et un mois après, le bonheur reprend parce qu'il y a la naissance de notre fils Axel. Donc, parce que la grossesse, je l'ai quand même vécue seule, sans lui. Il était dans ses problèmes, il y avait les problèmes d'argent, mais en plus ses problèmes d'addiction. Donc je ne voyais pas vraiment l'avenir rose avec lui. Je savais que j'allais présenter un père complètement déplorable à mes enfants et je ne voulais pas ça pour mes enfants. Donc, vous avez trouvé la force et de vous battre tous les deux. Quand Axel arrive, je me ressouviens des bons moments qu'on a eus quand on a eu notre fille et que tout allait bien, qu'on n'avait pas de problème d'argent. Et on se dit, c'est pas possible, on va s'en sortir, mais cette fois-ci, pas chacun de notre côté. Hein. On va prendre la bicyclette ensemble et on va pédaler tous les deux. Et on va s'en sortir ensemble. On va assumer ces problèmes ensemble, on ne va pas les éviter. Un tandem, quoi. Voilà. Donc, Axel arrive, on prend la décision de s'en sortir. Donc, on va voir des spécialistes pour constituer un dossier de surendettement, parce qu'il y a toujours ces dettes-là. Mais malgré qu'on constitue un dossier de surendettement, comme il y avait les impayés de loyer, le propriétaire il avait mis en place une procédure d'expulsion. Donc, à Noël, le 24 décembre 2006, le coup tombe.
on nous dit qu'à la fin de la trêve hivernale, on est expulsé. Donc là, encore super difficile à vivre, une épée en plus. Et on se dit qu'il faut à tout prix un logement pour pouvoir remonter la pente. Et on se dit qu'il faut qu'on mette ces problèmes d'argent derrière nous. Ça va se régler en allant. On va essayer de tout faire pour les régler en allant. Et que l'amour qu'on se porte, c'est plus important. Et vous êtes parvenu à trouver une solution? Oui, à 15 jours de notre expulsion. Donc c'était le 15 mars 2007. Le 3 mars, avoir bataillé avec les services juridiques, le préfet, le maire de notre commune, les bailleurs sociaux, on nous attribue un logement. Et là, c'est un nouveau départ pour nous. Ouais. Donc vous avez pu prendre ce nouveau départ et 2009 a été l'année des bonnes nouvelles. Oui. Enfin. Donc l'année des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie cette année-là? Eh bien, la commission de surendettement prend la décision d'annuler nos dettes. Donc notre ardoise de 50 000 € annulée. Le logement où on vit, on est en appartement et l'organisme social voit que où on est, nos loyers sont honorés, tout roule. Donc notre truc, c'était d'avoir une maison. Ils nous attribuent une nouvelle maison, donc un nouveau confort de vie. Et depuis, on se dit que l'argent, certes, ça peut contribuer au bonheur, mais il n'y a pas que ça. Et on est maintenant égal sur des mêmes valeurs. On décide de consommer autrement. On n'a plus du tout le même mode de consommation qu'on avait il y a quelques années, quoi. On ne va pas hésiter à aller... Donc ce que je comprends bien, c'est que l'important, c'est d'être... C'était d'être unis. Unis, ensemble, sur la même longueur d'onde, comme on dit. Il est temps d'accueillir celui que vous n'avez cessé d'aimer, vous non plus, malgré les épreuves que votre couple a traversées. Merci d'accueillir Franck, votre mari. Ça va, mais elle est émue quand même. Regardez, les larmes sont là. Sacré petit bout de femme, hein? Ouais. Quel regard vous portez sur elle? Elle y a cru à votre couple et à l'amour. C'est vrai que je suis descendue véritablement aux enfers suite à tout ça, tout ce qu'elle a pu vous expliquer. Le déclic, il a eu lieu quand dans votre tête? Au moment du sac. Là, vous vous êtes dit quoi? Je me suis dit, aïe, c'est terminé. C'est fini, t'as gâché ta vie. Et puis, j'ai eu ce déclic et quand j'ai vu le sac, j'ai dit, après tout ce que tu as vécu, après tous les efforts qu'on a fait pour justement l'argent qui est rentré, tout ça, j'ai dit, après tout ce que tu as fait pour elle, pour ma fille, puisque ma fille était déjà là, elle était enceinte, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc pourquoi vous étiez tombé si bas, vous? Le stress, la peur de l'expulsion, de pas pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, pour moi, ça me pesait énormément. Donc, en oubliant en buvant. Moi, c'était la solution que j'ai trouvée, quoi. La seule solution, c'est-à-dire que ça m'a apaisé. Alors aujourd'hui, vous formez un couple épanoui, uni, soudé. Et même si l'argent reste encore l'une de vos préoccupations quotidiennes, vous avez appris de vos erreurs. Et la question des finances passe aujourd'hui au second plan. Ma famille, mon trésor, c'est le titre de sujet du reportage que nous vous avons consacré. Abbeville, dans la baie de Somme. Cindy et Franck ont désormais plein de petites astuces pour se faire plaisir à moindre coût. Régulièrement, ils viennent faire du shopping ici, une association qui vend des objets d'occasion. En priorité, je recherche un casse-noix. Il n'y a pas. Et dans ce bric-à-brac, ils trouvent toujours leur bonheur. Regarde pour les enfants.
En plus, ils ont tous les deux la même. Il n'y aura plus de dispute. Elle m'a pris ma tasse, non, moi c'est la mienne. Donc c'est parfait. On ne voit pas l'intérêt d'aller acheter neuf, alors qu'on peut donner une deuxième vie à ces objets et que ça nous coûte véritablement très peu. Je vois pas l'utilité maintenant, après ce qu'on a eu comme difficulté, aller acheter tout au plus cher. Je suis contre cette société qui nous pousse à consommer tout le temps. Donc aussi bien à reprendre des objets de seconde main. On va aller régler. Voilà, monsieur. Pour 5 €, Cindy et Franck repartent avec 3 tasses et un rangement pour la vaisselle. Dans le commerce, ils auraient payé plus du double. Merci. Merci bien. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Bon, bah c'est bien, on a fait des affaires. Ouais. Ça, c'est pas trop cher. Ouais. Et puis, ça servira, quoi. Voilà. Et chez eux, c'est pareil. Pour dépenser le moins possible, Franck a tout fait de ses propres mains. Faire tous les travaux moi-même, aujourd'hui, ça fait partie de mon quotidien. Voilà, parce que ça me coûte pas très cher, juste du temps. Et puis ça fait toujours plaisir de savoir que quand on refait une cuisine ou quoi que ce soit, c'est que ça a été fait de nos mains, on est heureux. Pièce par pièce, Franck a tout aménagé. La cuisine, la salle de bain ou encore le couloir du premier étage. Cette philosophie de vie, ils l'ont transmise à leurs enfants. Lydie, 14 ans, et Axel, 7 ans. Malgré leurs petits moyens, ils arrivent à leur faire plaisir. Cet après-midi, c'est piscine pour toute la famille. Bonjour madame, on voudrait 4 entrées, 2 enfants, 2 enfants, 2 adultes. 2 enfants, 2 adultes, donc ce qui fera 12 € s'il vous plaît madame. 12 € pour une sortie à 4, c'est vraiment pas une grosse dépense. Si on allait dans un parc de loisirs, ça serait beaucoup plus cher. Bon, ben là, on va se faire une après-midi piscine. C'est 3 heures de passer en famille. Tout le monde est content, on a passé un bon moment. On va pas rester sur les traces du passé, il faut aller de l'avant. Donc ces moments-là... c'est que des instants de bonheur, donc on en profite à fond. Bah, c'est bien. Et en plus, je passe du temps avec ma famille. Je suis contente d'être avec ma soeur, maman, papa, et puis moi. Pour Cindy et Franck, les problèmes d'argent ont été tels qu'ils ont bien failli se séparer. Alors aujourd'hui, ils s'accordent de temps en temps un petit luxe en amoureux. Bonjour. Est-ce que vous souhaitez que je prenne vos vestes? À nous deux. À nous deux. Chin. Écoute, je me régale, moi. Moi, je trouve vraiment ça excellent. Être toujours ensemble, au bout de 16 ans. Ouais, et on va sur nos 16 ans. Ouais. Donc, ça, c'est ce qui est le plus beau, quoi. Un jour avec de l'argent, un jour sans. Je m'en fous, moi, j'ai pas besoin d'argent. Ah. Mon plus beau bonheur, c'est toi et mes enfants. Cindy et Franck, quel message souhaiteriez-vous faire passer à travers ce témoignage? Que malgré tout, parce que combien de couples on peut rencontrer qui rencontrent des problèmes d'argent, d'alcool ou autre, et que si on reste soudés et qu'on sait se communiquer dans le couple, se faire accompagner des professionnels qu'il le faut, on peut sauver son histoire d'amour. Et la preuve en est, on est là tous les deux aujourd'hui. C'est en gros le message que délivre Frédéric Farigou à chaque émission. J'aurais pu dire la même chose. Il a très bien dit, avec son expérience. Et en fait, c'est ça, c'est la capacité à surmonter les épreuves. Ça rend plus fort et on sent que votre amour est renforcé, le fait d'avoir pu dépasser cette épreuve. Mais effectivement, il faut mettre les mains dans le cambouis en termes d'argent. C'est-à-dire qu'il faut se confronter aux dettes, aux comptes. Il ne faut pas faire l'autruche. Parce que on va dans le mur si on fait l'autruche sur ce point-là. Donc il faut vraiment
se confronter à la réalité et se faire aider par des professionnels qui peuvent vous sortir de cette situation et aider à trouver des solutions concrètes. Très important. Stéphanie, vous étiez en couple depuis quelques années avec votre compagnon quand vous avez découvert qu'il était accro aux jeux d'argent. Par amour, vous avez accepté son addiction. Vous avez même participé, puisque vous avez joué avec lui jusqu'à gagner une importante somme d'argent, jusqu'à ce qu'il se retrouve endetté. Alors, quelle décision avez-vous prise en découvrant qu'il devait beaucoup d'argent ? Il y avait déjà eu un premier déclic, on va dire, où il devait plus de 20 000 € à quelqu'un, et donc où on avait revendu la voiture. Donc la voiture qui avait même pas 6 mois, voilà, revendue pour qu'il puisse donner cet argent. Et le déclic a été vraiment quelques temps plus tard, où il gardait mes enfants et... il a trouvé un carnet de chèques. Je pense qu'il a quand même bien cherché. Il a trouvé un carnet de chèques et il a pris mon carnet de chèques. Il a fait des chèques avec. Il devait de l'argent à des personnes, donc il a imité mon écriture, ma signature, et donc il a donné ses chèques. Donc là, vous vous êtes senti trahi ? Complètement, parce que je ne pensais pas que... Enfin, j'avais quand même si pour moi il avait un gros problème, j'avais quand même une certaine confiance en lui. Et là, c'était vraiment, ça a vraiment mis un point à la confiance que je pouvais lui porter avant. Oui. Alors, vous avez quand même dû rattraper les erreurs de votre conjoint. De quelle manière ? J'ai vendu ma maison. J'ai vendu ma maison parce que... il a été menacé et ma famille par la même occasion, donc par des personnes à qui il devait de l'argent. Et donc j'ai vendu la maison pour payer plus de 60 000 € de dettes qu'il avait. Ça fait beaucoup, quoi. Oui. Vous vous êtes séparés ? Tout à fait. J'ai porté plainte contre lui pour faux, usage de faux. Il a été condamné. Donc... Pardon ? Il a été condamné à quoi ? Il a été condamné à 2 ans avec sursis, à une obligation de soins, à ne plus fréquenter de lieux de jeu, sachant que c'est, on va dire, minime, et à me rembourser 60 000 €. Qu'est-ce qu'il a fait ? Non, bien sûr que non, parce qu'il n'est pas du tout solvable, donc il ne peut absolument pas me rembourser cet argent. Il ne travaille pas, rien, donc c'est impossible. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui envers lui ? J'ai toujours de l'affection pour lui, parce qu'il reste quand même le père de mes enfants. Après, j'aurais aimé pouvoir l'aider et qu'il s'en sorte, parce que... je pense que si vraiment il avait eu la volonté de s'en sortir réellement, peut-être qu'à cette heure-ci, on serait encore ensemble. Mais pour moi, il revenait ? Non, parce que j'aurais trop peur de retomber dans tous les soucis que ça a engendré, ces histoires et tout ça, et j'aurais plus du tout confiance en lui. J'ai déjà pas confiance en lui, mais j'aurais vraiment trop peur qu'il puisse faire quoi que ce soit qui mette ma famille, qui puisse revenir des problèmes, quoi. Écoutez, on espère que vous allez pouvoir vous en sortir et être remboursé, en tout cas, de l'argent qu'il vous doit. Merci à tous d'être venus sur notre plateau. Merci, bon courage. J'espère que votre situation va s'arranger, s'améliorer. Nous l'avons vu encore aujourd'hui. Merci Frédéric. Merci Sophie. Chaque jour, nos invités se livrent avec beaucoup de sincérité sur notre plateau, et c'est justement parce qu'ils sont sincères dans leur démarche que nombreux sont ceux qui acceptent de revenir dans la seconde partie de notre émission. Aujourd'hui, c'est Pascal, Bruno et Christophe qui ont bien voulu nous donner de leurs nouvelles. Ces parents ont en commun d'avoir des enfants qui ont bien grandi depuis la dernière fois qu'on les a vus, et ils vont nous montrer que pour eux aussi, comme pour nos autres invités, l'histoire continue. Bonjour à tous les deux, merci d'être sur notre plateau. Je vais commencer donc avec vous, Pascal et Bruno. Jean-Luc Delarue, vous avez reçu le 31 mai 2007 dans une émission intitulée « Grandir » avec un frère ou une sœur qu'il faut protéger.
Vous étiez alors accompagné de votre fille, Lucie, qui avait 12 ans. Pascal, pour quelle raison aviez-vous répondu à notre appel à témoins? Mais tout simplement parce qu'on regardait l'émission. Et puis, après, à la fin de cette émission, il y a eu un appel à témoins sur les fratries avec un enfant handicapé. Et ma fille m'a dit, un peu en plaisantant, mais moi, je peux en parler. Parce que, donc, elle a un frère handicapé. Elle a donc son frère qui a maintenant 21 ans, qui avait 15 ans à l'époque, qui est autiste. Donc, c'est son grand frère. Mais dans la vie, c'est son petit frère et elle, la grande sœur. Alors, en 2007, votre femme nous avait informé de sa volonté de venir sur notre plateau. Vous attendiez quoi de notre émission à l'époque? Déjà de faire découvrir l'autisme, parce que c'est quelque chose qui n'était pas encore bien connu à l'époque. Les relations dans une famille, enfin, ce que ça crée dans une famille. On est un peu schizophrène dans cette relation, parce qu'on a un pied dans l'autisme et puis un pied dans la vie de tous les jours. Ce qui est assez compliqué pour notre fille, parce qu'on est protecteur avec Romain, et on essaie en même temps de rendre la même chose avec notre fille, qui, elle, n'est pas autiste. Donc, tous les jours, c'est un équilibre très, très complexe à obtenir, très dur. Alors, du haut de ses 12 ans, Lucie faisait déjà preuve d'une grande maturité pour son âge à l'époque, et l'amour qu'elle portait à son grand frère était particulièrement touchant. Depuis 6 années se sont écoulées, et Romain et sa sœur ont bien changé. Alors, avant de les redécouvrir tous les deux, je vous propose d'abord de revoir un extrait de notre précédente émission. J'aimerais bien être un petit peu plus auprès de mes amis, mais je dois aussi dire que je dois m'occuper de lui, donc... En 2007, Lucie était venue sur notre plateau nous parler de sa relation avec son grand frère, Romain, atteint d'autisme. Pourquoi dis-tu que tu es la grande sœur de ton frère? La façon dont il se comporte prouve que c'est mon petit frère. Je le protège, c'est une des qualités de grand frère ou de grande sœur, de protéger son petit frère. Depuis quel âge tu protèges ton grand frère? Depuis le CE1 à peu près, donc je devais avoir 8 ans. Pour communiquer, il faut qu'on soit à travers un jeu vidéo. Parce qu'il me dit, regarde, lui, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Mais il n'y a pas beaucoup de jeux auxquels je peux jouer avec lui. Il y a les jeux multijoueurs, quoi, c'est tout. À l'époque, Lucie était âgée de 12 ans et elle souffrait beaucoup des moqueries dont son frère Romain était victime. Ce qui me dégoûte, c'est quand les gens ils parlent de mon frère en disant vous auriez pas dû l'emmener, vous devriez le cacher, vous devriez avoir honte de lui. Et c'est là j'ai l'impression que je vais me déchaîner, quoi, que je vais tout casser, je ressens vraiment beaucoup de rage en moi parce que ça fait vraiment mal, quoi. Pour Pascal, la mère de Lucie, il était difficile de trouver un équilibre entre Romain et sa petite sœur. On essaye de ne pas trop la responsabiliser, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'avenir. Donc on a peur que Romain n'ait pas de place dans un foyer occupationnel. Ça veut dire que c'est Lucie qui devra s'en occuper, qu'elle le sait dès aujourd'hui? Oui, bon, j'espère que ça n'arrivera pas. Il faudrait que je m'occupe de lui, j'en ai conscience, mais je ne me rends pas vraiment compte non plus. 6 ans et demi après son passage dans notre émission, Lucie a bien grandi. C'est une jeune femme de 18 ans que nous retrouvons chez elle, en Charente-Maritime. Et apparemment, la jeune passionnée de moto vit à 100 à l'heure. T'as pas eu trop froid? Si, froid, Poitiers. Bon. Étudiante depuis 1 mois à la faculté de Poitiers, Lucie vit désormais loin de ses parents. Mais elle rentre chaque week-end dans sa famille. Tu dors? Tu me fais un bisou? Tout comme son grand frère, Romain, qui depuis peu passe 5 jours par semaine dans un foyer adapté à son handicap. Bon alors, comment ça s'est passé cette semaine? Bah normal, comme d'hab. L'ambiance de la faculté, c'est comme le lycée ou pas? Non, ça change. Puis l'impression d'être enfin commencé dans la vie. Parce que jusqu'au lycée, jusqu'au bac, on est couvé. Tu rentres, t'as le sourire, t'es contente, t'as pas l'air stressée. Et ça, j'appréhendais un petit peu parce que je me disais, oh là là, la fac... Bah non, j'ai des bonnes notes, je fais que ce que j'aime, donc j'ai des bonnes notes, ça me plaît. Je la trouve plus mûre, épanouie. Elle doit se sentir, je pense, mieux. De savoir que de toute façon, il faut qu'elle vive sa vie, qu'elle n'est pas là pour s'occuper de Romain, qu'il faut qu'elle trouve, comment dirais-je, un autre équilibre ailleurs. Et je crois qu'elle l'a trouvé. Donc, j'en suis... plus qu'heureuse pour elle.
Même si Lucie a pris son envol, la jeune fille ressent tout de même le besoin de passer du temps en famille. Tu viens, Romain? Regarde. Passionnée par la photographie depuis des années, Lucie se sert de ses photos pour communiquer avec son frère Romain. Elles sont jolies? Elles sont jolies. Et là, qui c'est là? C'est Romain. Avec qui? Maman. C'est les petits moments privilégiés entre frères et sœurs, mais faut que les gens se disent que c'est plus rare quand un des frères, le frère ou la sœur est handicapé. Donc le fait d'avoir ces moments-là, c'est toujours agréable. Et puis comme c'est un handicap qui fait qu'ils sont assez recentrés sur eux-mêmes, le fait qu'ils s'ouvrent aux autres, c'est assez honorant, on va dire. Enfin, tiens, ils s'intéressent à moi, ça fait plaisir. La relation est plus forte, je pense, que quand l'autre est handicapé. Parce que comme les moments sont plus rares, ils sont aussi plus intenses. À 21 ans, Romain a réussi à obtenir une place dans un internat où il va apprendre à devenir autonome. Moi, j'étais contente d'apprendre qu'il partait donc, dans ce foyer la semaine. C'est sûr que ça va être dur, mais je pense que c'est vraiment une des meilleures choses qui peut lui arriver. Et ça va lui permettre de faire des progrès aussi, d'apprendre à vivre tout seul et pas forcément de compter sur maman. Hein? Tu me fais un bisou encore? Non, tu veux pas? Désormais majeure, Lucie a accepté il y a quelques semaines de devenir officiellement la tutrice de Romain si ses parents disparaissaient. Sa mère tient aujourd'hui à la rassurer quant à cette nouvelle responsabilité. C'est que je veux partir à l'étranger. Et alors, d'avoir une tutelle, tu vois que ça peut pas t'empêcher de partir à l'étranger. Faut que tu vives ta vie. Romain, il vit sa vie. Il vivra sa vie au foyer de vie. Toi, tu vivras ta vie, je sais pas où. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il aille bien. Et si je suis loin, est-ce que je vais voir si ça va pas Ton frère, avec le handicap qu'il a, tout ce qu'on ressent, il le ressent. Donc si tu es heureuse, il sera heureux. Si tu es bien, il sera bien. Donc il faut pas que tu te poses de questions. Tu fonces, et puis c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai raison. J'ai raison. Tu as toujours raison, mère. Voilà, très bien. J'aime quand tu me parles comme ça. Lucie qui nous a rejoint, une vraie jeune femme avec du recul. Quel regard portez-vous sur votre prestation de l'époque? Ça fait bizarre de se revoir comme ça. Je me pensais pas si mature, on va dire. On m'a toujours dit ouais, t'étais mature quand t'étais plus jeune. Et c'est vrai que se voir comme ça, j'ai des propos très matures. Il n'y a pas d'autre expression. Oui, voilà. Pas de 12 ans. J'ai déjà. C'est difficile, j'ai l'impression, d'arriver à vivre sa vie quand on porte la responsabilité de son frère comme ça. On vous sent très protectrice, très bienveillante pour lui. C'est toujours... comment expliquer? On lui a donné au départ. Oui, voilà, mais en même temps, c'est quelque chose que je voudrais pas que vous m'enleviez des épaules. Enfin, je l'ai accepté, ce poids, et c'est une normalité, c'est de l'amour, quoi. Voilà. Quelles ont été les réactions de votre participation à l'émission à l'époque? Moi, certaines personnes m'ont demandé comment je faisais pour élever Romain, comment je faisais pour supporter Romain. Donc, pour supporter ou pour l'élever? Supporter. Supporter. En me disant, mais moi, j'aurais pas pu. Alors que bon, j'aurais dit, on se pose pas la question, c'est mon fils, et puis c'est tout. Voilà. On a toujours connu que ça, donc c'est normal pour nous. Enfin, on n'imagine pas autre chose. Voilà, c'est comme ça, on se pose pas la question. Quel souvenir vous gardez de votre passage à l'émission? Voilà. Personnellement, une très bonne émission. Un super moment. Très à l'aise. Oui, avec vraiment l'impression, déjà, on n'avait pas, je dirais, honte, parce qu'il n'y avait pas de jugement sur notre fils, vu qu'il y avait aussi des enfants handicapés, qu'on était là pour parler aussi du handicap, donc non, très, très bien. Pour une fois, bien.
Pour une fois, vous dites? Pour une fois, en société, je dirais en société entre guillemets. Sans à l'aise. Voilà, je me suis sentie à l'aise. Souvent, vous étiez gênée, vous avez eu honte, vous êtes senti jugée? Honte, jugé, oui. Jugé, Jugé, oui. Honte, non. Jugé Jamais tout le honte, temps. ouais. Jugé tout le temps. Parce qu'il a une attitude totalement normale. Il a un physique totalement... Il n'a pas une stigmate de handicap. Donc systématiquement, quand on va faire les courses dans les grandes surfaces, si jamais il commence un petit peu à partir, les réflexions, il n'y a qu'à lui mettre une paire de clés. Enfin, voilà. Les gens, quand après on leur dit, ils disent « mais je ne savais pas ». Ah oui, mais quand on ne sait pas, à la limite, on ne juge pas. Donc de honte, non. Mais juger tout le temps, oui. Pratiquement tout le temps, oui. Comment vous sentez, Lucie, par rapport aux jeunes filles de votre âge? Je me sens bien, normale, équilibrée, je pense. Vous nous avez confié que vous manquez de confiance en vous. On ne dirait pas comme ça. Oui, ça, je pense que c'est dû peut-être à Romain aussi, que c'est un handicap où il a besoin constamment d'être rassuré. Peut-être que ça déteint aussi un peu sur nous. J'ai constamment besoin d'être rassurée, qu'on me dise que ça va, que c'est bon, tu peux y aller, tu peux continuer, tu peux... Avance, un pied devant l'autre. Pas de question. Vas-y. Il y a de la place pour un petit copain? J'aimerais bien. Quelque part, enfin, ça serait bien, je pense, pour elle. Peut-être oui. un peu qu'elle voit autre chose. C'est-à-dire, Lucie, vous vous autorisez pas? Si. Depuis pas très longtemps. Merci, Sophie. C'est un scoop. Un scoop, alors. C'est bien parce que moi, je trouve qu'elle était enfermée quelque part dans cette histoire de grande sœur. Ouais. Il faut qu'elle en sorte, quoi. Bon, c'est compliqué, hein, parce qu'elle vive que... sa vie. Voilà. Il faut qu'elle en sorte... Qu'elle puisse s'ouvrir aussi aux autres. Qu'elle sorte de ça. On est là aussi, donc apparemment, il y a un gros dossier. En rentrant, voilà. C'est bien. Hein? On n'en dit pas plus, peut-être? Non. Non, mais ça fait pas longtemps, donc c'est pas... Tu as parlé de ton frère, déjà, avec lui? Oui, on en a déjà parlé. Il sait que je suis là aujourd'hui, donc c'est pas... Il a compris qu'il fallait... de toute façon... Qu'il serait un peu présent dans la relation. Déjà, je rentre tous les week-ends de la fac, donc il m'a dit « Pourquoi tu rentres ?» Parce que j'en ai besoin. Pourquoi tu rentres justement tous les week-ends? J'en ai besoin. J'ai besoin de ce noyau familial. J'ai besoin de rentrer. On est d'un bloc. Romain est au milieu, on est autour. On est une famille d'un bloc. Oui, mais alors si il faut qu'elle fasse sa vie, c'est peut-être en prenant un peu d'autonomie. Oui. C'est pour ça qu'il faudrait que maintenant elle lâche le bloc un peu. Oui, que le bloc... Lâche le bloc. Mais c'est vrai qu'on a été d'un bloc. Elle a été dans le bloc parce que je vous dis, quand... c'était plus difficile de gérer Romain, de gérer Romain quand il avait 7-8 ans. Elle avait la responsabilité de devoir parfois rester toute seule à la maison. Elle avait 3-4 ans. On lui disait, moi je travaillais, sa mère lui disait, je n'étais pas là, quoi. Sa mère lui disait, tu restes toute seule, je vais récupérer Romain qui est parti. Maintenant, il faut qu'elle se dise que Romain est pris dans un centre, donc ça libère, ça doit lui libérer des espaces. Elle doit commencer à utiliser ces espaces pour elle. Qu'est-ce que tu veux faire comme boulot? Travailler ici. Travailler ici. J'ai pas de... Travailler ici? Travailler dans le monde. Ici, là? Dans les médias. Dans les médias, voilà. J'ai pas vraiment de but particulier. Ici, là? Non, plus là-bas. D'accord. J'ai pas vraiment de but particulier. Oui, travailler dans la culture, les médias. Tu parlais de partir à l'étranger dans le reportage? Ouais, j'aimerais beaucoup partir... Sans ton frère? Sans mon frère, oui. Alors là, ce serait un truc énorme, hein, si tu arrives à partir... Ça se fera. C'est peut-être ça, d'ailleurs, la solution, pour t'obliger à prendre un peu d'autonomie. Même si c'est dur de prendre la décision, pas facile, mais bon. Je pense que oui, le fait d'être partie à la fac, déjà, là, ça m'aide un peu à... Je pars de plus en plus tard. Oui, mais je pars de plus en plus tard. Téléphone tous les soirs. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est maman qui m'appelle des fois. Mais oui, parce que bon. Bon, tu viendras nous raconter aussi. Embrasser Romain pour nous. Et puis, vous nous tenez au courant pour la suite. On va revenir maintenant sur l'histoire de Christophe. Jean-Luc Delarue, vous avez reçu le 5 novembre 2007 dans une émission intitulée « Enfants adoptés, les aime-t-on vraiment aussi fort ?» En quoi êtes-vous concerné par ce thème?
À l'époque, on avait adopté une petite fille alors qu'on était déjà parents de 5 garçons biologiques. Et l'intérêt un petit peu de l'émission, c'était de se dire l'amour porté à ses enfants biologiques est-il le même que pour les enfants adoptés? Ça nous avait paru intéressant d'apporter notre témoignage en tant que parents d'une famille, on va dire nombreuse déjà à l'époque, et d'aller aussi un petit peu à l'encontre de certaines personnes qui pensaient que l'adoption était réservée aux parents qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Donc ça nous avait plu, c'est pour ça qu'on avait participé à l'époque. Alors ça faisait longtemps que vous pensiez à au fait que vous adopteriez un enfant un jour? C'est un projet qui a cheminé pendant plus de 10 ans. En 84, à peu près en 94, on avait regardé une émission qui parlait d'une association qui s'occupait d'orphelinats en Roumanie juste après la chute de Ceausescu. Il y avait des images poignantes et on s'est dit quasiment tout de suite que ce serait intéressant de se porter sur l'adoption. Mais en même temps, on avait d'autres projets, c'était déjà de faire nos propres enfants. On a eu cette chance de pouvoir les faire quand on voulait, ils ont tous été désirés. Mais tout au long des années qui ont succédé à ces naissances, ce projet d'adoption était toujours là. Alors, vous avez fait 5 garçons, vous vous projetiez d'adopter une fille peut-être? Même pas. C'était la question récurrente, ça, non. Pardon, parce que quand on a... je manque d'imagination. Elle est légitime. En tous les cas, quand on a fait la demande d'adoption, on n'a pas fait le choix de prendre un petit garçon ou une petite fille. C'était adopter un enfant qui nous intéressait. Et donc, arrivé à un certain moment, au moment de la vie, on avait une quarantaine d'années tous les deux, on s'est dit que si on voulait vraiment porter ce projet complètement, il fallait passer aux démarches que tous les parents qui veulent adopter, par laquelle ils doivent passer. Donc on a fait ça en 2005-2006. Alors dans quel pays vous êtes-vous? Le choix était en fait assez restreint parce que quand vous adoptez, du moins à l'époque avec la législation, soit vous pouvez passer par des associations ou vous pouvez y aller ce qu'on appelait en direct. Pour les associations, on n'était pas forcément des bons clients parce qu'on avait déjà des enfants. La plupart des associations ont leurs propres critères de sélection. Et on avait la chance à l'époque de pouvoir aller sur l'Asie, en particulier sur le Vietnam. Et c'est comme ça qu'on s'est porté sur ce pays. Donc, vous êtes rendu à Saigon en quelle année? Tout début 2006. Alors, le choix de la famille à l'époque, c'était que j'y aille tout seul, parce qu'il y avait quand même 5 ou 6 semaines à passer sur place pour des démarches administratives, des visites d'orphelinat. Donc, comme il y avait déjà les garçons, pas trop de famille, parce qu'il n'y avait déjà plus de grands-parents. Donc, le choix était d'envoyer le papa à Saigon, avec la mission de revenir, peut-être pas tout de suite parce qu'il faut plusieurs voyages, mais en tous les cas d'aller à la rencontre, à la découverte d'un petit garçon ou d'une petite fille. Et 4 mois plus tard, donc entre-temps vous êtes revenu, et 4 mois plus tard vous êtes reparti là-bas pour chercher donc un petit garçon ou une petite fille? Alors une petite fille, donc là on est parti avec la maman et puis le dernier de nos garçons qui avait 2 ans et demi, qui était un peu petit parce qu'il fallait repartir encore plus de 3 semaines. Donc on est parti avec Louis qui donc avait 2 ans et demi. On était à la rencontre de Touine, donc notre petite fille qui maintenant a 8 ans. Et elle avait quel âge à ce moment-là? Elle avait 5 mois. D'accord. Donc on l'a connue toute petite. Alors c'est pour nous faire partager cette belle aventure familiale que vous étiez venu témoigner sur notre plateau. À l'époque, donc, votre petite dernière n'avait que 20 mois et son arrivée toute récente illuminait votre quotidien depuis. Elle a bien grandi, elle vient d'ailleurs de fêter ses 8 ans. Regardez, c'était il y a quelques jours à Remiremont, dans les Vosges. Nous avons eu la chance d'accueillir une petite fille qui vient du Vietnam. Déjà parents de 5 enfants, Christophe et sa femme avaient fait le choix d'adopter leur petite dernière. Je pense quand même que c'est surtout un projet de parents, du papa et de la maman. C'est vous qui décidez en tant que parent d'adopter. C'est vous qui décidez d'avoir un enfant biologique. Pas les frères et sœurs. Est-ce qu'on demande à un enfant s'il va avoir un petit frère? On le fait comme ça, mais on n'en tient pas forcément. On n'a pas envie Pour moi, c'est un projet d'adulte. On va leur demander. Je demande de les accueillir. Comment on vous a expliqué? Est-ce qu'on vous a demandé votre avis, les grands? Un petit peu, oui, au début. Puis nous, ça ne nous a pas posé de problème. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Je suis très content du choix de mes parents. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je suis content que Touine est là. C'est vrai? Sinon, je serais triste. Mon grand frère, lui... Qu'est-ce qu'il voulait aimer? Avoir Touine et pas un autre bébé. Christian Flavigny est spécialiste de l'adoption.
Il avait expliqué aux parents présents sur notre plateau ce que l'éducation d'un enfant adopté pouvait avoir de singulier. Ce n'est pas l'adoption qui est une épreuve pour l'enfant, c'est l'abandon. Et toute la question de l'adoption, c'est en effet que l'enfant découvre des parents et qu'il ne sait pas s'il va être à la hauteur de ce qui lui est proposé. Donc il se sent au départ un enfant qui peut-être n'a pas été satisfaisant. L'adoption doit justement permettre d'assimiler cela et c'est tout un parcours. Pour nous, c'est des questions qu'on s'est quasiment jamais posées. Elle est là depuis un peu plus d'1 an dans notre famille. On a déjà presque oublié que c'était une enfant adoptée. Nous retrouvons Christophe et 3 de ses fils dans les Vosges. On va faire chacun un petit paquet pour la toutoune. Aujourd'hui, la famille fête les 8 ans de Touine. Les garçons préparent la fête à l'abri du regard de la petite fille, restée dans sa chambre. C'est bien de fêter les anniversaires. C'est bien de les fêter. Hein, ouais. C'est l'occasion, les anniversaires, d'être tous ensemble, de passer un bon moment ensemble. Twin, c'est pas nous qui l'avons fait avec papa-maman. Aujourd'hui, on s'en rend même plus compte. C'est comme si elle était là depuis toujours. C'est notre sœur, quoi. C'est la famille. Et ce n'est pas Touine qui dira le contraire. Bon anniversaire, ma petite chérie. C'est le sourire aux lèvres qu'elle va aider à la préparation de son repas d'anniversaire. Bon, Toutoune, tu m'aides un petit peu? Voilà, c'est bien, stop. D'autant plus que son papa a prévu un repas particulier pour elle. Alors, Touine, tu te rappelles ce qu'on avait préparé, ce qu'on avait dit qu'on ferait, hein? Alors, du bœuf aux oignons. Du bœuf aux oignons. Du riz. Des pâtes chinoises. Tu sais pourquoi on avait dit qu'on ferait ça comme repas? Mon anniversaire. Ça te fait plaisir qu'on mange un petit peu des plats de ton pays? Ouais. T'imagines comment c'est là-bas? Un gros dragon. Un gros dragon? Voilà, bah, je crois que c'est prêt. On va appeler les garçons pour manger. Tu veux bien sonner la cloche? Merci. À table! Salut ma toutoune. Joyeux anniversaire. Alors après ce beau repas, qu'est-ce qu'il nous reste? Bah un gâteau. Un gâteau? Pourquoi faire? Bah pour faire le dessert. Ah ouais? Bon, non, on fera demain le dessert. Non, non, pour mon anniversaire. Comme toutes les petites filles, Touine veut son gâteau et ses cadeaux. C'est l'anniversaire de Twin. La princesse, c'est Twin, elle fait rien. La princesse. N'importe quoi. Faut débarrasser, toi et Louis. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Twin. Joyeux anniversaire. Bravo. À la 1, à la 2, à la 3. Bravo! Christophe est ému de voir sa fille grandir si vite. Pour lui, elle restera toujours le bébé qu'il est allé chercher au Vietnam. Ben moi, je me souviens bien, la première fois que je t'ai vu. Et à chaque anniversaire, mais comme tout le temps, j'y pense avec beaucoup d'émotion. Que tu sois du Vietnam, que tu sois d'ailleurs, que tu sois de papa et maman, c'est exactement pareil. Merci, papa. Bon anniversaire, ma toute chérie. Un papa touchant. Donc, t'es la petite princesse, toi, dans cette famille, avec tous ces garçons autour de toi. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça fait drôle de se regarder à la télé. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Tu te trouves pas mal? Ben ouais. Je te comprends. Qu'est-ce que tu t'es fait sur les joues, là? Je me suis pris un... comment ça s'appelle déjà? Un quoi? Une pelle dans la tête. En faisant quoi? C'est une copine qui m'a donné une pelle. Ah bon, vous vous tapez avec des pelles? Non, parce qu'en fait, il y avait une racine. Ouais. Et puis, elle a fait comme ça. Et puis, elle m'a mis la pelle dans la tête. Du jardinage. Et ton papa, il fait de la bonne cuisine? Ouais. Hein? Surtout la viande. C'était bon, le bœuf aux oignons? Ouais. Bon. Ça te fait plaisir de revenir sur le plateau de cette émission, nous redonner de tes nouvelles? Oui. Bon. Je savais pas. Tu te souviens de la dernière fois où tu es venue? Non, pas du tout. Tu étais trop petite. Ça avait eu quelles conséquences? Quelles ont été les réactions? Bah, moi, on habite dans une petite ville, donc quand vous passez à la télé, évidemment, après tout le monde vous regarde. On nous regardait déjà un petit peu, pas comme des bêtes curieuses quand vous êtes avec 5 ou 6 enfants, mais après le passage à la télé,
Ça n'a fait qu'augmenter un petit peu ce phénomène-là. Mais nous, on a positif fait aussi... ou pas? Ah oui, positif, bien sûr, oui. Déjà, l'intérêt d'avoir pu quand même expliquer notre démarche, je pense que c'était un témoignage pour nous qui était important. Puis bon, il y avait un petit côté fun aussi, c'est aussi un petit peu pour ça qu'on revient. Qu'est-ce que vous aviez pensé des autres témoignages sur notre plateau à l'époque? Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait, on va dire, deux hypothèses. C'était, nous, en tous les cas, on est persuadés que l'amour n'est pas du tout différent du fait que les enfants soient biologiques ou adoptés. Il y avait une autre maman qui partageait un petit peu cet avis. Et il y avait d'autres témoignages qui allaient plutôt en sens inverse. Mais c'était plutôt les enfants qui avaient été adoptés qui le ressentaient. Alors, avec le recul, j'imagine que même au sein d'une famille d'enfants biologiques, on peut avoir le sentiment d'être plus aimé ou moins aimé que les autres. L'histoire d'une adoption, en fait, assez différente, d'un point de vue très personnel. Là, elle a l'air d'être très gâtée, cette petite fille, par ses 5 frères. Oui, un peu partout. Vous veillez à ce qu'elle ne le soit pas trop? Ça n'a pas toujours été aussi évident que ça. Ouais. Mais je pense que c'est peut-être parce que c'est la seule fille de la famille. Et oui. Et je pense aussi surtout parce que c'est la petite dernière. Et oui. Comme dans beaucoup de familles, le petit ou la petite dernière, peut-être des fois un peu plus... Il paraît que c'est la mascotte de son école aussi? Ça l'était, oui, parce que c'est une petite fille qui est très curieuse, qui va facilement vers les autres. Je pense que ça, c'est aussi ses origines vietnamiennes. C'est un peuple qui s'intéresse à beaucoup de gens, qui est ouvert. Donc Twin va facilement vers les autres, puis il y avait son histoire, son aventure, qui fait que tout le monde s'intéressait, les petits et les grands s'intéressaient à elle. Est-ce que le Vietnam occupe une place importante dans l'éducation que vous lui donnez? Vous lui parlez de son pays, de ses origines. Vous envisagez de vous y rendre avec elle? Moi, dès le début, on n'a pas pu lui cacher qu'elle n'était pas une enfant biologique, évidemment. Ouais. Et régulièrement, on essaie d'entretenir des liens, non seulement pour elle, mais aussi pour nous. Alors, ça passe par des reportages, par de la musique, par de l'alimentation, on lui parle souvent du Vietnam. Et oui, il y a un projet de retour vers le pays d'origine, mais bon, on va encore attendre un petit peu. Est-ce que vous vous êtes fait conseiller par des psys? Non. Pour nous, depuis le début, c'est une démarche assez naturelle. Ouais. Déjà, d'une part, parce qu'on imaginait que c'est une aventure qui n'irait peut-être pas à son terme. Et surtout, comme on avait déjà des enfants, on s'est dit que ça ne marche pas, tant pis, il y a déjà les garçons, ce sera pas mal. Et on a fait ça d'une façon assez sereine, naturelle. Et d'ailleurs, je me rappelle une réflexion de Louis qui m'a fait la semaine dernière, en disant, mais pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à nous? Qu'est-ce qu'on a d'extraordinaire? Donc je pense que ça résume assez bien les choses. C'est une famille avec 6 enfants. Comment ils sont, les garçons, avec elle? C'est peut-être à Twin qu'il faut demander. Ça, comment les garçons avec toi? Des fois gentils, des fois méchants. Comme des frères et sœurs. Comme dans toutes les familles. Comment vous envisagez l'avenir, l'adolescence de Twin? J'espère plus facile que celle des grands. Non. C'est compliqué? C'est compliqué, comme sera certainement l'adolescence d'une petite fille. Je ne pense pas qu'il y ait des problèmes supplémentaires du fait de l'adoption. En tous les cas, je ne le vois pas comme ça, mais pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour y penser. Pourquoi vous avez accepté de revenir sur notre plateau? Encore une fois, un peu pour le fun et pour continuer à exprimer cette idée que, d'une part, on peut adopter même si on a déjà des enfants, et que l'amour ne se mesure pas du fait de l'origine de ses enfants. Je pensais que c'était important pour nous. Ça fera encore un souvenir de plus pour Twin, pour les parents, pour les frères, un peu pour l'entourage. Merci à tous pour ces témoignages pleins d'amour et vous embrassez votre petite tribu pour nous. Je vais vous demander à tous de signer le grand livre de l'histoire continue. On va commencer par vous, Pascal. Merci. Voilà. Merci. Merci pour votre confiance, votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Et tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci. Certains l'attendent pendant des années. Pour moi, c'était faire ce que je voulais, à l'heure que je veux et quand je veux.
Et pourtant, quand elle arrive, il se peut parfois que rien ne se passe comme prévu. On était tout contents tous les deux, mais le soir, en m'endormant, sur le coup de minuit, 1h du matin, j'ai eu des spasmes, j'avais l'impression que le cœur s'était arrêté. Je me suis retrouvée sans objet, sans projet, complètement perdue. La retraite, l'un des moments les plus délicats à gérer. J'ai pété un câble. Je suis partie de chez moi, en courant, à travers le champ, et je me suis retrouvée dans le champ du voisin. Là, s'est posé la question de mon reclassement. Qu'est-ce que j'allais faire? Moi, je voulais créer une école de retraite, parce que la majeure partie des retraités tombent dans un trou et n'ont pas de projet et ne sont pas aidés. Et pourtant, ils ont fini par trouver leur équilibre. La solution que j'ai choisie, c'est de m'acheter un bateau et de partir. 8 mois après, je partais d'Istanbul et donc je suis allé jusqu'en Chine à pied, en marchant 3000 km par an. À la retraite, il y a plein de choses à faire. Hear the siren.